Activez vos synapses, poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs. Bonjour à toutes et à tous. Les activités humaines, transport, industrie, chauffage, agriculture émettent de nombreux polluants qui se propagent dans l'environnement par différents canaux et viennent polluer sols et sédiments. Même très faiblement, de grandes étendues peuvent ainsi être durablement polluées. On parle alors de pollution diffuse. La prise de conscience du caractère fini des ressources et de la fragilité du système planétaire lui-même s'étend désormais au plancher des vaches. La communauté des chercheurs et des chercheuses en sciences du sol a fait émerger ces dernières années des problématiques majeures comme le rôle du sol dans le changement climatique ou comme composante essentielle à la biodiversité. Car non seulement la qualité de notre alimentation, mais aussi la biosphère dépendent de ces roches et composés organiques altérés qui couvrent les continents. Une fois le constat de pollution établi, de quelles solutions disposons-nous pour littéralement redonner vie au sol ? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui au Labo des Savoirs. Thierry Lebeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur au département de biologie de la Faculté des sciences de Nantes, directeur de l'Observatoire des sciences de l'univers de Nantes-Atlantique, l'OSUNA, et coordinateur du projet Pollusol, qui est un groupement de recherche dédié aux pollutions diffuses. Alors ce projet a été créé en 2015 et s'intéresse spécifiquement au bassin versant de la Loire, c'est-à-dire en amont de Nantes et jusqu'à l'estuaire, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être dans un premier temps sur quels axes de recherche est-ce que vous travaillez dans le cadre de Pollusol ? Il y a quelques mots sur Pollusol. Il s'agit d'un groupe de recherche qui implique plusieurs laboratoires de recherche de l'Université de Nantes, de l'IFSTAR, du BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, et l'IFREMER, qui travaille sur la mer, IMT Atlantique. Et l'objectif est de comprendre un peu mieux l'imprégnation du territoire, effectivement depuis l'amont de Nantes jusqu'à l'estuaire, avec une méthodologie commune qui est de caractériser les sources de pollution, ce qui n'est pas simple. Ensuite, de comprendre leur transfert, puisque une pollution, et avant une pollution, on parle de contamination. Les contaminants peuvent rester à l'endroit où ils ont été déposés, mais peuvent cheminer sur le territoire jusqu'à rejoindre le littoral, par exemple. C'est pour ça qu'on parle de continuum terre-mer, c'est Voilà, ça ? de continuum terre-mer, puisque très souvent, on sépare les zones géographiques. La terre et la mer ne se répondent pas forcément, mais en fait, c'est bien un continuum. Et le troisième point de la démarche, c'est d'évaluer l'impact de ces contaminations sur l'environnement de manière large, aussi bien les organismes vivants de l'environnement jusqu'à l'homme. Puisque nous sommes des organismes vivants Voilà. intégrés à l'environnement. Est-ce que dépolluer et refertiliser les sols, c'est la même chose ou bien ce sont deux étapes différentes ? Dans un premier temps, avant de parler de fertilisation, déjà la fertilisation s'applique aux plantes, pour raviver ou donner des conditions favorables au développement des plantes. Mais si le substrat, on va dire, sur lesquels poussent des plantes est contaminé, voire pollué, c'est-à-dire qu'il y a un risque environnemental, voire même sanitaire, il faut déjà le dépolluer si possible, ou en tout cas faire en sorte que les polluants, les contaminants ne soient pas néfastes pour les plantes, pour leur croissance, leur développement. Et en quoi redonner de la vie à nos sols, c'est déterminant pour l'avenir ? Alors c'est déterminant puisque le sol est une interface dans l'environnement incontournable, dont on parle peut-être pas assez. Alors depuis quelques années on en parle beaucoup plus, mais c'est vrai que si on faisait un sondage sur l'intérêt que porte une personne à l'air et à la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité des sols, la qualité des sols apparaîtrait, et l'importance de la qualité des sols apparaîtrait en troisième position. Or, les sols sont, comme je le disais, une interface extrêmement importante. S'il n'y avait pas de sol, ou si les sols n'étaient pas capables de
d'épurer, par exemple, d'éliminer une partie des contaminants qu'ils reçoivent, les eaux de nappes phréatiques, par exemple, seraient beaucoup plus contaminées qu'elles ne le sont actuellement. Autre point extrêmement important, crucial, le sol, c'est le support des plantes et donc de l'alimentation, puisque finalement 95% de notre alimentation vient des plantes qui ont poussé dans des sols. Mhm. Alors évidemment, on n'est pas là aujourd'hui pour faire le procès de corporations professionnelles, mais si l'on devait résumer, agriculture intensive et industrie seraient les principaux responsables de cette pollution, de ces pollutions diffuses? Alors, clairement, nos territoires sont imprégnés, plus ou moins, selon l'intensité, si on se focalise sur l'agriculture, sur l'intensité de l'activité agricole. On sait que des activités agricoles telles que la viticulture, l'arboriculture, le maraîchage sont particulièrement impactantes. Euh, on trouve dans des sols viticoles de nombreuses molécules issues de pesticides qui ont été épandus depuis de très nombreuses années et que l'on retrouve encore, pas forcément les molécules qui ont été déposées initialement, mais des sous-produits de dégradation, c'est-à-dire ces molécules se dégradent petit à petit, incomplètement, et peuvent rester très longtemps dans les sols. On a réalisé de nombreuses mesures sur, par exemple, pas loin de Nantes, sans citer les lieux, d'anciens sites maraîchers, on retrouve des molécules qui sont interdites depuis les années 1970. Alors, cette question de la temporalité, effectivement, de la pollution, on y reviendra un petit peu plus tard. Ça fait à peu près 50, 60 ans qu'on détruit, entre guillemets, ou pas entre guillemets d'ailleurs, qu'on détruit nos sols. Est-ce qu'il y a des sols aujourd'hui qui sont encore vierges de polluants? Je dirais que non. Tout simplement parce que les contaminants, notamment aériens, qui circulent dans l'atmosphère et peuvent, on le sait, faire le tour de la planète en une quinzaine de jours et se redéposent forcément à un moment ou à un autre et peuvent impacter des milieux qui sont très peu anthropisés, sans activité humaine, y compris des forêts vierges, mais on ne peut pas empêcher ces contaminants de se déposer malgré tout. Donc même dans des zones, dans des régions sans activité humaine, presque sans hommes, Mhm. on peut observer des contaminants qui viennent de très loin, qui se sont déposés. Est-ce qu'il y a des polluants sur lesquels nous n'avons, à l'heure actuelle en tout cas, aucun moyen d'action? Alors aucun moyen d'action, c'est-à-dire en termes de traitement des sols ou ce que je dirais, c'est que le problème de fond, c'est le nombre extrêmement important de contaminants présents, ce qu'on appelle souvent l'effet cocktail. Euh, on connaît à peu près la dégradation d'un nombre important, de comment se dégrade un nombre important de contaminants, mais ce que l'on comprend pas bien actuellement sont vraiment des sujets de recherche du moment. C'est comment interagissent ces contaminants entre eux dans un sol, comment interagissent les sous-produits de dégradation de ces contaminants, qui sont des fois ces sous-produits plus toxiques que les contaminants initiaux qui ont été épandus. Je pense par exemple à des herbicides dont les sous-produits de dégradation peuvent être beaucoup plus toxiques finalement que la molécule initiale présente dans l'herbicide. Mhm. Est-ce qu'un sol peut se dégrader, j'allais dire, naturellement, sans intervention humaine? Un sol ou les contaminants? Un sol. Alors un sol, il évolue forcément, puisque un sol est issu soit de l'altération de la roche sous-jacente, la roche s'altère, se transforme et forme les sols. D'autres sols sont issus de particules qui viennent de très loin. Quand on observe par exemple des dépôts sur les voitures, ce sont des limons qui viennent du désert, du Sahara, et dans certains cas, ces limons, dans l'histoire géologique de la Terre, se sont déposés pendant des temps assez longs et ont formé des sols. On peut trouver des dépôts de limons, par exemple, à Nantes, dans certains sols. Ce ne sont pas des particules qui viennent des roches en place. Voilà, donc les sols évoluent
Alors ils se dégradent, ils peuvent se dégrader, oui, physiquement par les phénomènes, par exemple, d'érosion. Lorsqu'il pleut et que des particules de sol sont emportées par l'eau, le sol peut disparaître. Alors, vous avez parlé de l'effet cocktail qui est très difficile à mesurer, hein, ces interactions entre différents polluants dans le sol. Ils sont peut-être d'autant plus difficiles à maîtriser qu'ils dépendent aussi de l'activité en cours sur un site donné. Quelle est l'importance de l'historique justement de l'activité du sol? Alors, l'historique est fondamental, et notamment, c'est d'ailleurs un sujet que l'on traite de manière intensive, on va dire, dans Pollusol, c'est l'historique des sols en zone urbanisée. Puisqu'en zone urbanisée, par exemple une ville se reconstruit sur elle-même, et que les sols finalement ont intégré toute l'histoire de la ville, toutes les activités humaines. Sur Nantes, par exemple, je ne serais pas surpris qu'on retrouve le long du cours de 50 otages, si on creusait, des contaminations qui sont liées à des activités très anciennes, par exemple des activités de tannage ou de teinture de vêtements, qui emploient des métaux, des contaminants qui se sont accumulés dans les sols et qui peuvent être encore aujourd'hui présents dans ces sols. Alors ça, ce sont des données effectivement très intéressantes pour des archéologues ou des historiens et des historiennes, hein, effectivement, mais d'un point de vue de la pollution, jusqu'à quelle profondeur, j'allais dire, est-ce que ça peut impacter le sol? Et est-ce qu'on peut parler, on a parlé tout à l'heure de continuum terre-mer, est-ce qu'il peut y avoir un continuum ville-campagne ou l'inverse même? Alors, oui, en termes de gradient, par exemple, de contamination, on en observe. Je prendrai un seul exemple, le plomb. Le plomb est assez présent, en tout cas fréquemment mesuré dans les sols urbains, lié à l'activité humaine, par exemple la présence d'anciennes fonderies de plomb qui ont impacté les sols aux alentours. C'est vrai qu'on va retrouver plus facilement et en concentration plus importante du plomb en sol urbain comparé à un sol agricole. Alors, il faut quand même faire aussi une différence entre des contaminants, si je prends l'exemple du plomb, qui viennent de l'activité humaine, comparé à du plomb qui serait naturellement présent, issu de la roche. Et c'est le cas à Nantes, puisqu'on est sur des roches, on trouve pas mal de micaschistes, avec une présence de plomb et d'arsenic, mais c'est un phénomène qui est naturel. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est sans risque. Puisque si ce plomb se transfère dans des légumes, par exemple, on a eu le cas sur Nantes, les légumes peuvent être impropres à la consommation. Ce que ça veut dire, c'est qu'en l'occurrence, ce n'est pas à mettre sur le dos des activités humaines, en tout cas. Pas forcément. Il faut faire vraiment la part des choses entre ce qui vient de l'activité humaine et ce qui vient de la nature, ce qu'on appelle le fond géochimique. C'est la présence naturelle de plomb, comme on pourrait retrouver à certains endroits en France, des sols enrichis naturellement en cadmium ou en nickel ou d'autres éléments. Et est-ce qu'on doit traiter une pollution d'origine naturelle ? C'est une grande question. Ça paraît compliqué puisque le sol, alors pour le coup, est complètement imprégné, puisqu'il est issu de cette contamination. D'ailleurs, c'est même pas une contamination, c'est une anomalie naturelle, elle est issue de la roche, de la composition de la roche. Et généralement, plus on creuse à ce moment-là, plus la concentration en ces contaminants, le plomb par exemple, va augmenter. Donc c'est illusoire de vouloir décontaminer, mais je peux reprendre un exemple sur Nantes de jardins partagés qui ont connu ce type de problématique. Anomalie naturelle en plomb, la ville de Nantes a été amenée à rajouter de la terre saine sur le sol naturel, de façon à pouvoir cultiver des légumes dans un environnement, dans un sol sans plomb. Voilà. Donc il a fallu, dans ce cas-là, rajouter de la terre. Et on ne déséquilibre pas le sol tel qu'il s'est formé de lui-même.
En fait, les légumes qui poussent sur ce nouveau sol, on va dire, ce sol qui a été apporté, poussent sur un sol qui peut venir de plus ou moins loin, avec un nouvel écosystème. Le sol naturellement présent qui se trouve en dessous de ce sol qui a été rapporté euh, n'est pas modifié, enfin pas de manière importante. Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs. De retour au Labo des Savoirs en compagnie de Thierry Lebeau du Laboratoire des sciences de l'univers de Nantes Atlantique. Le sol provient des roches, cette question, mais qui effectivement semble fondamentale avant d'attaquer cette seconde partie d'émission. C'est quoi un sol sain ? Question. Un sol sain, tout dépend quel est le point de vue. Est-ce que c'est le point de vue des organismes du sol ? Est-ce que c'est, regardez, le point de vue du consommateur qui va salir les légumes, en tout cas les végétaux qui poussent sur ce sol. Donc on peut avoir plusieurs angles d'attaque. Un sol sain vis-à-vis de l'écosystème du sol, ce qu'il faudrait mettre en avant, c'est que le sol est une diversité d'organismes vivants suffisante, que les différents cycles géochimiques, par exemple le cycle d'azote, du phosphore, se réalisent correctement. Voilà, qu'il y ait suffisamment d'individus dans le sol pour décomposer, par exemple, la matière organique qui se dépose sur le sol, soit des feuilles dans une forêt qui tombent, soit des résidus de culture qui vont être déposés par l'agriculteur et qu'on souhaite voir se décomposer. Donc, pour qu'ils se décomposent, il faut qu'il y ait suffisamment de vers de terre, de micro-organismes. Voilà, donc là c'est le point de vue d'un sol sain par rapport à l'écosystème du sol lui-même. Mmh. Alors ces processus que vous venez de décrire, ils sont de très longue durée, ils sont millénaires parfois. En quoi on dit des sols aujourd'hui qu'ils sont compacts, qu'ils sont artificiels. En quoi est-ce qu'ils ont perdu de leur vitalité exactement ? Perdu leur vitalité, bon, c'est vrai qu'un certain nombre de sols, encore une fois, sont anthropisés, que ce soit par l'activité agricole ou tout type d'activité humaine. On pourrait parler des sols urbains qui sont, eux, généralement, en termes de composition et d'organisation, de structure, très différents du sol initial, avant cette activité humaine. Mais c'est vrai que c'est l'activité humaine qui les modifie profondément, qui les modifie en termes d'organisation, qui peut les tasser, qui peut, en rajoutant, on parlait de matière organique, en rajoutant de la matière organique, ou en n'en rajoutant pas suffisamment, vont modifier cette structure du sol. On aura un sol qui sera, à ce moment-là, éventuellement, si on a peu de matière organique, qui risque d'être plus compact, ou qui risque d'être plus sensible à l'érosion. Voilà. Vous venez de faire une distinction entre un sol urbain, enfin vous venez nous parler des sols urbains. Est-ce que ça veut dire que les sols des villes sont plus abîmés, plus détériorés que les sols ruraux ? Les sols urbains sont très différents des sols agricoles. Le sol agricole est quand même assez proche du sol naturel, enfin initial, même si ce sont des sols qui ont été très travaillés par l'homme, mais pas au niveau de ce qu'on peut observer dans une ville. Dans une ville, dans bon nombre d'endroits d'une ville, les sols, la composition ne ressemble plus du tout au sol naturel, puisqu'il peut être mélangé à ces sols des remblais, des blés, tout un tas de choses issues de l'activité humaine, sans compter tous ces réseaux que l'on ne voit pas, qui sont cachés, qui sont présents de manière très dense dans les sols. Mmh. Réseaux d'évacuation d'eau, les réseaux électriques, voilà, le câble, enfin, etc. Et pourtant, sous les pavés, il y a bien la terre. Et dans la terre, ça grouille notamment de bactéries, Célie Dubost.
Et oui, alors en 2018, une équipe de chercheurs et de chercheuses spécialisés dans l'écologie microbienne de l'unité de recherche agroécologie rattachée à l'INRA de Bourgogne-Franche-Comté publie un inventaire des bactéries du sol intitulé l'Atlas français des bactéries du sol. C'est un gros livre d'environ 200 pages qui recense et cartographie les espèces bactériennes présentes dans le sol français métropolitain à un instant T. Cette première base pourra ensuite permettre aux équipes de recherche futures de suivre l'évolution des populations de ces organismes qui peuplent nos sols. Et oui, parce que même si on ne les voit pas, on compte en moyenne 1 milliard de bactéries et 1 million d'espèces différentes dans seulement 1 gramme de sol. Les bactéries du sol, tout comme les champignons, jouent un rôle indispensable à la vie des sols. Elles sont impliquées dans la minéralisation des matières organiques, dans le cycle de l'azote, dans la disponibilité du phosphore pour les végétaux ou encore dans la dégradation de certaines molécules phytosanitaires. Mais les bactéries ne sont pas les seuls êtres vivants qui peuplent nos sols. J'ai cité les champignons, mais vous avez aussi parlé des vers de terre. On pourra également nommer les colamboles, les cloportes, les végétaux et bien d'autres encore. Mais pour aujourd'hui, je m'attarderai uniquement sur les bactéries. Alors, les communautés microbiennes jouent un rôle dans le maintien de la structure du sol. La sécrétion de certains composés permet de stabiliser des micro-agrégats dans les sols et permettre ainsi le développement des champignons, des végétaux. Tous ces mécanismes, entre autres, vont favoriser le stockage de l'eau, indispensable à la vie des autres organismes qui peuplent les sols. L'Observatoire national de la biodiversité a développé un grand nombre d'indicateurs relatifs à la biodiversité sur le territoire français et à certains aspects des activités humaines en interaction avec cette biodiversité, ainsi que des indicateurs d'état et d'évolution de principales composantes de la biodiversité biologique. Parmi ces indicateurs ou référentiels, plusieurs nous intéressent aujourd'hui. L'abondance des vers de terre, par exemple, ainsi que leur diversité spécifique. Alors pour information, on compte en moyenne 264 vers de terre par mètre carré de sol en France métropolitaine. L'évolution de la biodiversité microbienne des sols ou l'évolution de la biomasse microbienne des sols en France métropolitaine, ou encore l'évolution de la consommation des produits phytosanitaires. Tous ces indicateurs peuvent être étudiés séparément ou les uns par rapport aux autres. Alors il est encore trop tôt pour utiliser des micro-organismes spécifiques comme indicateurs des pollutions des sols, mais les recherches ont montré que les caractéristiques physico-chimiques ainsi que l'usage des sols, tels que l'agriculture ou la forêt par exemple, ont une forte influence sur la biodiversité bactérienne. En mars 2016, le journal scientifique Science consacrait un dossier aux bactéries capables de dégrader le PET, ou polytéréphtalate d'éthylène, que l'on retrouve principalement dans les bouteilles en plastique. Une bactérie, Ideonella sakaiensis, mise en évidence par une équipe de recherche japonaise, serait capable d'hydrolyser le PET, c'est-à-dire de le scinder grâce à l'action d'une molécule d'eau, pour ensuite l'assimiler. Mais ne voyez pas dans cette découverte une raison d'abandonner votre gourde pour des bouteilles en plastique. En dehors du plastique, certaines bactéries du sol sont également utilisées pour décomposer des polluants organiques tels que les hydrocarbures ou certains pesticides, ou bien pour la dépollution en métaux lourds toxiques par volatilisation ou bioaccumulation par exemple. Pour aller plus loin sur des questions de biorémédiation à petite ou grande échelle, pas uniquement grâce aux bactéries, je peux vous conseiller le chapitre La biorémédiation des sols contaminés du livre Le sol vivant, base de pédologie, biologie des sols. Dans cet ouvrage, les auteurs s'attardent sur les différents mécanismes biologiques, métabolismes et techniques mis en œuvre pour favoriser la vie des sols, et c'est un petit peu difficile à expliquer sans un schéma. Mais que tu pourras nous ta chronique. D'un point de vue méthodologique, Thierry Lebeau, comment est-ce qu'on mesure, comment est-ce qu'on caractérise la qualité d'un sol ? Ce que l'on veut rechercher, on parlait tout à l'heure d'abondance ou diversité microbienne des sols. Pendant très longtemps, sur la microbiologie des sols, on a utilisé les techniques de microbiologie pasteurienne, c'est-à-dire qu'on récupérait les différents micro-organismes des sols, et on les isolait, et puis on les nommait. Maintenant, on travaille sur l'extraction de l'ADN total du sol, et par différentes techniques, on est capable c'est ce qui a été fait par l'INRA de Dijon, effectivement, que l'on fait tous dans tous les laboratoires qui travaillent en microbiologie du sol. À
partir de cet ADN du sol, on est capable d'avoir une idée de l'abondance des micro-organismes et aussi de leur diversité, c'est-à-dire le nombre d'espèces dont le nombre est important. On parlait de plusieurs dizaines de milliers d'espèces de bactéries, mais par rapport à l'état des connaissances actuelles, il en existe sans doute beaucoup plus. Voilà, donc ensuite, ça peut être des comptages directs. On parlait de vers de terre tout à l'heure. Quand on compte les vers de terre, on va les faire sortir du sol en utilisant un irritant qui s'appelle la moutarde. Alors on utilisait d'autres réactifs chimiques qui ne sont plus utilisables maintenant. Là, on utilise de la moutarde. Tout un chacun peut faire sortir les vers de terre de son sol en utilisant cet irritant, et au bout de quelques minutes, les vers de terre sortent de terre. Donc on peut évaluer par mètre carré le nombre de vers de terre et ensuite évaluer la diversité. Alors peut-être un point quand même sur la diversité qui me semble important. On pense souvent que la biodiversité diminue avec l'activité humaine, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. L'INRA de Dijon l'a bien montré sur, par exemple, des sols viticoles. La biodiversité microbienne est supérieure à celle d'un sol forestier. Alors pour quelle raison ? Parce qu'on rajoute un effet de stress à ces sols lié à la présence de pesticides, de l'imprégnation de ces sols par des pesticides, ce qui libère ce qu'on appelle des niches écologiques dont profitent finalement des populations qui sont très minoritaires mais moins sensibles, par exemple, à certains pesticides, ou parce que les populations les plus abondantes ont disparu ou sont moins présentes. Est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là que c'est le sol qui s'adapte finalement à l'activité humaine ? Oui, les habitants du sol s'adaptent à l'activité humaine, c'est clair. Quels sont les éléments finalement qui sont nécessaires pour, avant d'entamer une démarche de revitalisation du sol ? Quels critères finalement avant d'établir un plan d'attaque, j'allais dire ? Alors si on se focalise sur les contaminations des sols, la première étape c'est déjà de caractériser cette contamination. Quels sont les contaminants, en quelle concentration, et on distingue, c'est un point important, on distingue les contaminants dits organiques des contaminants dits inorganiques. C'est-à-dire inorganiques, ce sont les métaux, les métalloïdes. Alors les métaux, c'est cadmium, plomb, nickel. Les métalloïdes, l'arsenic par exemple, j'en parlais tout à l'heure, qui est assez présent dans un certain nombre de sols. Parce que les contaminants organiques vont pouvoir être dégradés jusqu'à être minéralisés, c'est-à-dire qu'il ne reste plus que du CO2, de l'eau et des éléments minéraux par les micro-organismes, alors que les contaminants inorganiques, comme le plomb, restent du plomb. Donc la seule possibilité pour décontaminer un sol, ça va être d'extraire ce plomb ou ce cadmium. Donc ça, c'est un premier point qui est important, un premier distinguo. Est-ce que ce qui est important aussi, pour faire suite à ce premier point que vous venez de développer, c'est de connaître la capacité de transformation de ces polluants dans le sol directement ? Alors, pouvoir anticiper finalement cette transformation. Oui, ce qui est très compliqué, c'est qu'un sol est généralement polycontaminé. C'est très difficile de savoir précisément à quelle vitesse vont se dégrader ces contaminants dans le sol naturellement, ou même lorsqu'on veut faciliter cette dégradation, il y a une part un petit peu d'inconnu. Donc très souvent, ce qui est fait en laboratoire, c'est que on peut déjà, par exemple, sélectionner des bactéries qui vont dégrader l'un ou l'autre des polluants qui nous intéressent, qui seraient présents dans un sol, mais on ne va pas forcément mettre en place une expérience directement avec du sol. C'est plus compliqué, on va utiliser des milieux liquides plus faciles à contrôler et c'est plus facile à analyser. Je vous laisse poursuivre sur les critères, les éléments à connaître avant une revitalisation.
Oui, Je vous ai les, interrompu. non, non, effectivement, connaître les contaminants, en quelle concentration, est-ce qu'on a une multicontamination, après, connaître un certain nombre de paramètres physico-chimiques du sol, la texture du sol, est-ce que c'est un sol plutôt argileux, est-ce qu'il contient de la matière organique, est-ce que c'est un sol avec une porosité importante et donc un sol plutôt aéré ou un sol pauvre en oxygène, puisqu'on sait qu'à ce moment-là, euh, les micro-organismes qui vont se développer et susceptibles de dégrader les contaminants ne seront pas les mêmes. Alors ça, sont des techniques qui sont connues, hein. Un exemple tout simple, ce sont des techniques qui sont utilisées par des entreprises de dépollution, ce qui s'appelle le bioventing. Il s'agit tout simplement d'injecter, par exemple, de l'oxygène dans le sol pour l'aérer, favoriser les bactéries aérobies qui ont plus de facilité que d'autres micro-organismes, d'autres bactéries à dégrader les polluants organiques. Alors après, tout dépend des polluants organiques. Des hydrocarbures présents dans des sols vont être assez facilement dégradés par des bactéries en conditions aérobies. Pour d'autres contaminants, par exemple les PCB, les polychlorobiphéniles, qui étaient présents en grande quantité dans les isolants, vont être dégradés par des bactéries en conditions anaérobies. Voilà. Donc après, pour dépolluer un sol, le décontaminer, il faudra jouer sur les conditions de ce sol. Est-ce que le climat est important aussi dans cette démarche? La connaissance du climat en vigueur? Le climat aura un rôle non négligeable dans le sens où, si je fais court, plus la température est élevée, enfin jusqu'à un maximum tolérable par les micro-organismes, plus l'activité de dégradation d'un polluant va être rapide. Donc, si le sol est un sol de climat froid et contaminé, les contaminants se dégraderont très lentement, comparé à un sol en climat tropical, par exemple. Et la présence d'eau va jouer un rôle également important. Un sol très sec ne permettra pas une dégradation importante des contaminants parce que les bactéries ont besoin d'eau aussi pour se développer. Est-ce qu'on peut raviver un sol, j'allais dire, à grande échelle? Est-ce qu'on fonctionne couche par couche? Comment ça se passe? Actuellement, clairement, on ne décontamine que des sols fortement contaminés, donc plutôt en contexte urbain, en contexte industriel, des sols présents sur des friches. Donc sur des petites parcelles finalement. Voilà, des petites parcelles. On va plutôt porter nos efforts, c'est logique, puisque il y a une question de coût derrière. Traiter des surfaces extrêmement importantes serait très coûteux et irréaliste. Enfin, Scientifiquement irréaliste? Alors, pas scientifiquement, mais économiquement. D'accord. Scientifiquement, on peut tout dépolluer. En fait, il existe une telle diversité de micro-organismes que je pense que tout type de contaminant, c'était évoqué avec le PET, qui est quand même pas simple à dégrader, mais même le PET et autres contaminants peuvent être dégradés par des micro-organismes. Mais après, comment procède-t-on? Est-ce que c'est par couche? L'idéal déjà serait de traiter un sol en place, c'est-à-dire sans l'excaver pour le traiter. Mais dans certains cas, on est amené à devoir excaver le sol pour le mettre justement dans des conditions favorables pour une activité microbienne optimale, permettant une dégradation également optimale des contaminants. Voilà, donc si la décontamination est faite sur site, donc sans que l'on déplace le sol, sans qu'on l'excave, dans ce cas-là, il n'y a pas de dépollution couche par couche et qu'on dépollue toute l'épaisseur de sol contaminé. Alors, nous ne sommes pas tous et pas toutes des scientifiques, hein. La question se pose aussi à l'échelle des particuliers. D'ailleurs, peut-être avant tout à l'échelle des particuliers qui veulent prendre soin de leur jardin, faire un potager, etc. Quels sont les outils à disposition, j'allais dire, hein, pour décontaminer et raviver un sol? Alors, avant de décontaminer et de raviver un sol, il faudrait déjà savoir si le sol est contaminé.
Et pour un particulier, c'est pas finalement simple, puisqu'on ne le sait pas à la base, sauf si le particulier en question a eu des informations d'une contamination ancienne de son jardin, par exemple. Donc c'est déjà de le savoir. Ce que je conseille, c'est d'aller sur le site Géorisque. Il suffit sur un moteur de recherche de taper Géorisque. Et en fouillant un petit peu ce site qui est très bien fait, qui est public, on peut obtenir un certain nombre d'informations sur les risques de contamination de son jardin. Je parle bien de potentiel de risque qui pourrait être lié à des activités anciennes autour de son jardin, dans l'environnement proche, qui auraient pu impacter son jardin. Ensuite, on peut aller aux archives municipales, aux archives départementales, où on trouve de nombreuses informations, et puis les enquêtes de voisinage. Demander à ses voisins, aux anciens, comme on dit, s'ils connaissent un peu l'histoire du site. Voilà, c'est déjà une première chose, puisque avant de décontaminer, de revitaliser son sol, il faut déjà savoir ce qu'il y a dedans. Et une fois que l'on sait ce qui est présent dans le sol, alors s'ils sont des contaminants organiques, c'est sûr que de rapporter la matière organique, stimuler l'activité biologique de son sol, va accélérer les processus de dégradation de la contamination. Maintenant, ça peut prendre du temps, des années, voire des dizaines d'années. Il faudrait à ce moment-là faire des analyses qui sont coûteuses. Donc ce n'est pas si simple que ça. Et qu'est-ce que vous pensez des interventions, ou en tout cas des points de vue de la famille Bourguignon au LAMS à Dijon, qui parle carrément d'arrêter la charrue, puisque c'est, selon eux, une aberration en termes de dégâts, finalement. L'utilisation de la charrue, qui est quand même une pratique extrêmement ancienne. Là, on parle de, on parle de pratiques millénaires. Donc. Oui, tout à fait. Oui, la charrue existe depuis très longtemps. Ouais. Et c'est vrai que je cite souvent aux étudiants une citation de Darwin qui faisait un peu la comparaison entre le travail du sol par la charrue et puis le travail fait par le ver de terre. C'est vrai que les vers de terre brassent le sol. C'est vrai qu'on peut s'en passer. Et un certain nombre d'agriculteurs s'en passent dès à présent et depuis déjà un certain nombre d'années. Oui, c'est possible. Encore une fois, on ne peut pas le faire du jour au lendemain. Enfin, les changements de pratique, c'est quand même très compliqué. Les agriculteurs sont sur des modèles avec des investissements derrière et des pratiques et des habitudes qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain. Mais il faudrait tendre vers ce type de pratique également vis-à-vis du travail du sol, qui serait sur les techniques simplifiées, sans labour ou un grattage superficiel du sol uniquement, quoi. Il y a quand même une question que vous avez commencé à aborder et qui est aussi importante dans une démarche de revitalisation des sols, c'est la question de l'entourage, du voisinage. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de vouloir raviver son sol si les voisins, ou en tout cas s'il y a effectivement une histoire proche de notre parcelle, agricole ou individuelle, qui continue d'amener des polluants chez nous ? Oui, effectivement, si le voisin, entre guillemets, utilise, si on prend l'exemple des pesticides et qu'on observe ce qu'on appelle les dérives de pulvérisateurs, c'est-à-dire qu'on épand des pesticides un peu largement au-delà de ses parcelles, le voisin peut être impacté. Et je pense que malheureusement, les agriculteurs bio dans cette zone viticole à laquelle je pense, étaient plus en viticulture intensive qu'en agriculture biologique, malgré eux. C'est-à-dire qu'ils n'utilisaient pas clairement, eux, de pesticides, mais ils en recevaient des voisins. C'est un peu une pollution passive, quoi, finalement. Voilà. Vous cherchez la science ? Ne quittez pas, ne quittez pas, ne quittez pas. Redonner vie à nos sols, c'est le thème de cette émission du Labo des Savoirs en compagnie de Thierry Lebeau, toujours, qui n'a pas quitté les studios. Alors, on évoque depuis tout à l'heure effectivement les sols cultivés en référence aux terres agricoles et en opposition la plupart du temps aux sols urbains, alors que l'objectif finalement, est-ce que ce ne serait pas que tous les sols deviennent cultivables ?
Oui, c'est une grande question. Si on regarde à l'échelle planétaire, on sait très bien que la nécessité de sols cultivables, de surfaces supplémentaires se pose, hein. Si on regarde les chiffres à horizon 2050, 10 milliards de personnes sur Terre, avec malheureusement des surfaces de sol qui diminuent. Donc c'est vrai que l'objectif serait d'essayer de mettre en culture les surfaces les plus importantes. Maintenant, il existe quand même des limites. On parlait de sols urbains, ça m'amène à évoquer ce qui se développe actuellement, l'agriculture urbaine. Et je pense qu'il y a quand même des limites. Il y a des limites. Un certain nombre de sols urbains ne sont clairement pas adaptés à l'agriculture urbaine parce qu'ils ont été trop imprégnés pendant longtemps par de multiples contaminants. Et je pense que ce n'est pas raisonnable, ou en tout cas, il faudrait que décontaminer, on va dire, très sérieusement ces sols avant de mettre en place une agriculture urbaine. Puisqu'on n'a pas finalement beaucoup de visibilité sur les impacts de cette agriculture sur la santé humaine. On a un certain nombre d'informations. On sait que divers contaminants sont dangereux pour la santé. Il existe certaines normes, par exemple sur les métaux. Si je prends l'exemple du plomb que j'évoquais tout à l'heure, on ne peut pas commercialiser des plantes dont la teneur en plomb dépasse 0,1 ou 0,3 mg de plomb par kilo de plante, puisque derrière, il existe des calculs de risque qui ont été établis, et l'idée est de protéger la population. Donc, voilà. Est-ce que la pauvreté de certains sols a pu rendre certaines plantes dépendants aux produits phytosanitaires? Et si oui, quel sera le résultat finalement d'un rééquilibrage du sol sur ces plantes-là? C'est-à-dire un sol pauvre, j'ai pas bien compris la question. S'il y a des plantes qui se développent sur un sol Oui. très appauvri, est-ce qu'elles deviennent dépendantes aux produits phytosanitaires? C'est-à-dire qu'elles ne se développeraient qu'en utilisant des produits phytosanitaires. Ouais. Je pense pas. Je pense que si le sol est appauvri, la question de fond, c'est la fertilité du sol. C'est-à-dire de rapporter des éléments nutritifs, de l'azote, du phosphore, du potassium, voire des oligo-éléments permettant le développement de la plante. Alors après, bien sûr, si le sol est appauvri, ces plantes peuvent être plus sensibles, qui nécessitent à ce moment-là d'apporter des produits phytosanitaires. Le point de départ sur un sol pauvre en nutriments sera d'enrichir ce sol avec des éléments nutritifs. On l'a bien compris, en tout cas, la revitalisation des sols, c'est un processus qui prend du temps. Qui prend combien de temps? Pour revitaliser un sol, s'il est contaminé, pour le décontaminer, ça peut prendre de nombreuses années, voire des dizaines d'années, voire des centaines d'années. Tout dépend, encore une fois, du type de contaminant. Et de leur résistance. De leur résistance à la dégradation. S'il s'agit de polluants organiques, on parlait du plomb, du cadmium, on peut utiliser des plantes pour extraire ces contaminants, ce qui est appelé phytoremédiation, phytoextraction. Et les plantes peuvent extraire ces contaminants, mais sur des pas de temps très importants, ce qui explique que ces techniques ont du mal à se développer, puisqu'elles ne sont pas toujours compatibles en termes de temporalité avec celles, par exemple en ville, de l'aménageur, qui va vouloir faire sortir des immeubles, des bâtiments en l'espace d'1 an, 2 ans. Alors que la plante va demander 10 ans, 20 ans, 50 ans, un siècle. Le temps de la science n'est pas le temps du politique et parfois même pas le temps de l'être humain finalement. Tout à fait. Vous cherchez la science? Ne quittez pas, ne quittez pas, ne quittez pas.
C'est la fin de cette émission. N'hésitez pas à la commenter, à la compléter, même sur nos réseaux Facebook et Twitter. Merci à Célie Dubost pour sa chronique et merci évidemment à vous, Thierry Lebeau, pour vos éclairages. Merci. À la semaine prochaine. D'ici là, retrouvez l'intégralité de nos contenus radiophoniques, mais pas que, sur notre site internet www.labotsavoirs.fr.